Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes dans le libre journal de géopolitique profonde. Nous sommes en direct, bien évidemment. Je remercie Arnaud à la technique pour la réalisation de cette émission. Le duo de choc au standard, Patrice et Sylvie, qui sont présents à la fois pour écouter vos remarques, observations, questions éventuelles que, évidemment, ils nous transmettront avec mon invité du jour. Vous pouvez aussi, évidemment, comme beaucoup le font, et de plus en plus, nous envoyer un simple courriel électronique. Mais ne le faites pas trop tardivement, sinon après, c'est trop tard. Souvent, j'ai les messages qui arrivent. L'émission est terminée. Mais bon, souvent, on a quand même le courriel. Je transmets à l'invité qui se fait, évidemment, un plaisir de vous répondre. Alors, je suis tout seul aujourd'hui. Où est passée l'équipe ? Pas de la Rastam, et pour l'instant tout du moins, alors qu'il avait annoncé sa présence, pas de Raphaël Beslu, je rigole, le directeur de la rédaction, de la publication, pardon, je manque à chaque fois à tous mes devoirs de le citer précisément avec son titre, directeur de la publication géopolitique profonde. C'est pas grave, on me dit qu'il ne répond pas, donc je vais tout de suite présenter notre invité du jour, qui n'est autre que Gilles Lartigot. Vous le connaissez, vous êtes nombreux à le connaître sur Radio Courtoisie, il vient depuis des années dans des émissions que je dirige, que ce soit à une époque, c'était déjà le libre journal de l'indépendance française, c'était il y a longtemps, c'était à l'époque de Saint-Rita, donc ça fait des années de cela. Libre journal de la plus grande France, et puis depuis quelques années, le libre journal de la résistance française. Ce n'est autre que Gilles Lartigot. La jungle alimentaire, bilan d'une décennie, c'est un manifeste qu'il vient tout juste de publier aux éditions Winterfield. Bonjour Gilles Lartigot et bienvenue dans ce libre journal. Bonjour Nicolas, c'est toujours un plaisir, tu le sais, déjà de te retrouver. De retrouver ce magnifique studio également. J'adore la radio, j'adore ce format aussi radio qui est en plus diffusé en vidéo, donc c'est l'évolution, je dirais, technologique, c'est pas désagréable. Et c'est toujours un plaisir pour moi de défendre un nouvel ouvrage, particulièrement celui-ci, parce que c'est plus un manifeste, je dirais, pour qu'on en parle, plutôt qu'un manifeste qui reste coincé comme ça dans une bibliothèque. Et donc, je me réjouis de cette première slave de cette tournée promotionnelle. Alors, il a la taille d'une petite Bible, on peut l'avoir comme ça dans la main. Ouais. Il est à la fois... Alors, celui qui est le plus extraordinaire, tu viens de sortir aussi en format de poche, c'est Hit 1. Chronique d'un fauve, le fauve Gilles Lartigot dans la jungle alimentaire. On avait déjà fait la promotion de ce livre, il y a un hit 1, hit 2 et prochainement, mais tu gardes jalousement et secrètement le sujet, le thème principal du hit 3 dans quelques 3, semaines ou quelques mois. Il arrivera certainement au printemps, en tout cas milieu de 2025. Il est en cours d'écriture, mais on va parler là du manifeste et je me réjouis doublement de te voir parce que tu as été un des premiers à me voir en show-conférence à l'église Saint-Rita. C'est il y a pile poil 10 ans. En fait, c'est pour ça que je ressors le livre Hit, qui était quasiment en rupture. Je le sors non pas en format poche, c'est un format Bible, parce qu'en fait, le format poche est assez... je dirais, c'est un terme qui est un petit peu calvaudé. Le papier, tu as vu, c'est le même que l'édition originale. Je prends beaucoup d'attention et de plaisir à faire de beaux ouvrages. Et donc, c'est un format qui va fêter comme ça les 10 ans de ce livre. Ça fait 10 ans en fait qu'on s'est rencontrés, ça fait 10 ans qu'on se voit régulièrement, et en fait ce manifeste est le bilan de la décennie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des évolutions dans cette jungle alimentaire ? Moi, j'aimerais croire que au moins toi au premier chef, et puis nombreux ont été à ta suite des influenceurs, des personnes qui ont été un peu sur les mêmes axes de combat. J'aurais aimé lire que tout allait 10 ans après bien mieux. Et s'il y a eu des améliorations dans certains domaines, on va en parler. Il y a des problèmes qui persistent, voire qui s'aggravent. Oui. C'est un bilan qui est très contrasté.
puisqu'il y a eu certaines avancées, assez peu, notamment dans le bien-être animal, notamment dans la conscientisation de la population, qui prend de plus en plus conscience que l'alimentation est très importante pour notre santé. Donc on a vu l'explosion du bio, notamment les circuits courts également. Il y a eu quelques avancées dans le bien-être animal avec la suppression là, en 2025 des poules élevées en cage grâce à L214 et d'autres associations de protection animale. Mais par contre, les dérives de de ce système qui est devenu un système oligarchique, le système alimentaire, on va en parler. Il y a quand même 10 multinationales aujourd'hui qui contrôlent quasiment 75% de la production alimentaire et de boissons. C'est souvent des aliments transformés, voire ultra transformés. Il y a aussi une concentration des terres. Je sais que c'est un point que votre média met régulièrement en avant. Et il y a cette fameuse souveraineté qu'on appelle souveraineté alimentaire, qui est plus une souveraineté parce que la France a perdu, je dirais, tout pouvoir de décision à cause de l'Europe. Et puis, bien sûr, cette actualité du Mercosur qui me touche doublement parce que je suis vraiment aux côtés de mon ami Pierre-Guillaume Mercadal et la coordination rurale qui représente en fait la petite paysannerie, sans que ce soit péjoratif, bien entendu, contrairement aux grosses exploitations et aux grands exploitants terriens qui sont plutôt le syndicat majoritaire qui est la FNSEA. Voilà. Justement, on va peut-être commencer par ça avant d'aborder le livre et les 7 points principaux qui sont listés dans ce manifeste. Et puis tu me diras exactement précisément pourquoi tu as voulu en faire un manifeste. Mais d'abord, un peu d'actualité, puisque je n'ai pas mon équipe habituelle pour faire ma revue de presse, mais c'est pas grave. Je t'embauche sur un sujet qui est d'actualité. Tu parles de la coordination rurale. Très bien. J'aimerais d'ailleurs savoir un petit peu quelles sont leurs revendications. Ont-ils des revendications ? Si j'avais une petite pique à faire d'entrée, est-ce qu'ils ont des revendications autres que celles de bien figurer aux prochaines élections professionnelles du mois de février ? Est-ce que c'est le Mercosur ? Est-ce que donc le Mercosur, traité de libre-échange, ça c'est une constante. Il faut savoir que le Mercosur, on a commencé à le négocier et à y travailler depuis, tiens-toi bien, 25 ans. 1999. Ouais, c'est des accords qui traînent en longueur et qui vont être certainement validés, parce que la France fait figure un petit peu, je dirais, de rebelle dans cette coordination européenne. Et je salue aussi la volonté du gouvernement, même si peut-être ils vont certainement céder, quoi. Mais de refuser ces accords dans l'État. Qui va céder ? Le gouvernement ? Je ne sais pas s'ils vont céder. Le gouvernement, en tout cas, lui, ils ont plus la majorité. Il est hostile. Alors oui, céder à qui ? Céder à l'Union européenne, tu veux dire ? Il n'y a pas de minorité de blocage, oui, ça c'est pas exclu. Voilà. Enfin, céder, on connaît les formules à la Macron. Je ne le signerai pas en l'état. En l'état. Dans le en l'état, il y a du Macron. Il y a du en même temps. Ou ça macronne, comme disent les Russes. Tout à fait. Ça, c'est pas sur quel pied danser. Donc, en l'état, donc ça veut dire qu'il y a une virgule près. Bon, allez, on va le signer. On a eu le CETA, tu vois, le CETA qui est un accord européen avec le Canada. Donc j'ai vécu longtemps là-bas et c'était il y a 10 ans lorsque l'accord a été signé. C'est vrai que notamment le Québec est un gros producteur de porc. Et donc, il y a des importations qui sont de plus en plus nombreuses. Et c'était, je t'avoue, quelque part une surprise de découvrir ces chiffres, puisqu'avant tout, le manifeste, ce sont des chiffres, des faits. Il n'y a rien de rocambolesque, je dirais, dans mon écriture, par rapport aux 2 premiers, où je jouais vraiment sur le côté émotion. Et là, donc, je m'en suis tenu aux faits. J'ai découvert que la France, en fait, importait quasiment 20% de toute la production alimentaire, bien qu'elle puisse produire quasiment, elle a en capacité de produire 100% des besoins des Français, mais on exporte, bien évidemment. On est le plus gros producteur agricole en Europe. On reçoit la plus grosse part de subventions de la PAC. Donc la PAC, c'est le programme agricole commun, qui représente 30% quand même du budget européen. C'est le plus gros budget. Ça se comprend parce que tu as pu le voir également, que l'industrie agroalimentaire est le premier secteur industriel français quand même. C'est ça. On va y venir sur ce livre, mais j'aurais vraiment aimé qu'on reste un peu sur l'actualité
Du Mercosur? Je te sens te faufiler comme une anguille. Pas du tout, c'est pas mon style. Gilles, alors, réponds donc à ces questions qui inquiètent tous les auditeurs. Par exemple, est-ce qu'on va manger des farines d'insectes, par exemple? Les insectes sont nos amis. En fait, ce sont des sources de protéines. Hein. Moi, je ne vois pas pourquoi, je dirais, on balayerait comme ça d'un revers de main. Moi, je donne des verres de farine à mes poules. Hein. À tes poules, d'accord. Voilà. tu nous en donnerais pas à nous, quand même. Si. Mais pourquoi pas? Pourquoi ça pas? ne te dérange pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont outrés, quand même. Pourquoi? J'en sais rien, c'est il faut leur demander. C'est culturel. Bah oui. Lorsque tu vas, notamment en et Thaïlande, il y a des cricons, il y a des grillons ou qui sont grillés comme ça, tu vois. Donc, il y a des sauterelles également. Il y a des peuples qui mangent des insectes. Nous, culturellement, c'est vrai que culturellement, ça peut être un choc. Mais les farines, de toute façon, on mange des farines animales. Enfin, nos animaux mangent des farines animales. Ah oui, mais alors ça, c'est terrible. Là aussi, on ne sait pas ce qu'on mange, en fait. Espèces, après, on s'étonne. Mais pour moi, ça, tu vois, les farines à base d'insectes, ce sont des choses, en fait, qui sont très marketing. Voilà, on en parle. Pour moi, ce sont des épiphénomènes. Dans tous les cas, on voit que notre alimentation nous échappe de plus en plus. Et on a toujours le choix, en fait, de choisir ce que l'on mange, si tant est qu'on soit bien informé. Voilà, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va, comme ça, plonger dans une actualité qui va s'éteindre dans quelques mois. Quoique les farines animales, ça fait déjà quelques années qu'on en parle. Donc tu vas valider le fait qu'on va tous en manger? Ah non, moi je ne valide pas, hein. Je ne suis pas forcément pour, mais je n'ai aucun pouvoir. Tu sais, je n'ai aucune velléité politique, hein. Moi je suis juste... Non, mais tu es un lanceur d'alerte, alors il faut peut-être... lanceur d'alerte, ouais. Bon, ces alertes ont déjà été lancées, ceci dit, mais... Oui, mais pour moi, il y a pire que je dirais, les farines à base d'insectes, hein. Parle-moi des perturbateurs endocriniens, parle-moi de la chimie qui est dans nos aliments, non, mais moi, parle-moi aussi de l'addiction. Sur le Mercosur, j'aimerais qu'on reste sur un traité de libre-échange et ses conséquences. Tu dis qu'en effet, la première industrie française, c'est l'agroalimentaire. Il faut savoir que le Mercosur, comme tous ces traités de libre-échange, ça ne concerne pas exclusivement, loin s'en faut, que l'agriculture. Oh oui, parce que sinon, je dirais, l'ensemble du monde agricole européen y est franchement hostile. Par contre, évidemment, BMW, Audi et des sociétés, entre autres, allemandes, italiennes, espagnoles, industrielles, ce que nous n'avons plus, nous, en France, ou plus beaucoup, eux, ils sont très favorables. Donc, c'est un arbitrage entre différents secteurs industriels. Bien sûr, nous, on parle beaucoup d'alimentation, on pense que le Mercosur, ça touche uniquement tout ce qui est les produits alimentaires et l'agriculture, loin de là. Bien sûr. Et notamment, la France a perdu cette souveraineté, parce qu'on voit les Allemands ont pris le pouvoir sur l'Europe. Mais alors, la souveraineté alimentaire, tu en penses quoi? C'est une tarte à la crème? Je t'ai dit que la souveraineté, vous le savez... Non, tu m'as rien dit sur ce canal encore, vas-y. Non, mais vous le savez, de toute façon, la souveraineté, on n'a plus de souveraineté en France depuis cet accord européen. Voilà, on n'a plus de frontières, on ne bat plus notre monnaie, on n'a plus d'armée, voilà. Mais on a encore des réserves au niveau des terres. On a encore une grosse production agricole. Donc la France pèse dans l'Europe au niveau de la production agroalimentaire. Et cette souveraineté, bien sûr que nous pouvons l'avoir, puisque la France a les capacités de produire 100% des besoins des Français. Par contre, on fait le choix d'exporter. Par exemple, comment expliques-tu que la France est le premier producteur de viande bovine en Europe? Et pourtant, on importe quasiment 50%. C'est le premier aussi producteur d'œufs en Europe. Donc là aussi, premier producteur, parce qu'il y a des fermes qui produisent donc de façon intensive des œufs. Tu sais que je suis contre donc les élevages intensifs. Oui. Moi, j'appuie. Voilà. Donc cette souveraineté alimentaire, bien sûr que nous pouvons l'avoir. Et nous l'avons sur le papier. Après, tout ça, ce sont c'est une volonté politique. Donc cette souveraineté alimentaire, dans tous les cas avec le Mercosur, elle va être mise à mal, puisque tu vas importer des produits qui vont avoir des normes beaucoup plus libérales et flexibles que celles que l'on propose, que l'on oblige nos paysans et nos producteurs français. Donc c'est des produits qui vont être beaucoup moins chers, et on sait qu'aujourd'hui, avec la paupérisation de la France,
et notamment de cette fameuse classe moyenne, on va choisir l'alimentation la moins chère. Et ça, je le dénonce depuis 10 ans. En fait, ce manifeste vient appuyer le combat que je mène depuis une dizaine d'années avec HIT. Et donc, c'est juste, ce sont des chiffres qui prouvent qu'aujourd'hui, cette dérive de l'industrie agroalimentaire perdure et ne fait que s'amplifier. Et on voit que aujourd'hui, c'est un secteur qui doit produire de l'argent, comme tous les secteurs industriels, mais de l'argent en contrepartie d'une mauvaise santé. Je t'assure, on va passer beaucoup de temps sur ton livre. Alors, on m'annonce que Raphaël Beslu est arrivé dans le studio virtuel. Donc nous allons déjà le saluer, c'est la moindre des choses sur Radio Courtoisie. Nous sommes courtois. Bonjour Raphaël, comment ça va? Bien. Bonjour Nicolas, bonjour Gilles Lartigot. Désolé pour le retard, petite urgence de travail. Quelle bonne mine. Un peu fatigué. À peine. Mais je sais pas, Gilles peut peut-être le voir à l'écran. Étant un grand fan de Gilles Lartigot, j'ai même son petit t-shirt. Oh, magnifique. Dont on se demandait si ça allait marcher, parce qu'on se disait, mais ça va faire peur. D'ailleurs, j'en avais certains qui me disaient à l'époque, oui, mais bon, quand même, ça certes, c'est un fauve, mais et en fait, ça a marché. Étrangement. Mais moi aussi, je fais du merchandising, il n'y a pas que GPTV qui fait du merchandising. Je te remercie, Raphaël, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Et merchandising, c'est 1 euro dans le cochonnet. C'est 1 euro dans le cochonnet. On est sur Radio Courtoisie. Mais alors, on est embêté parce que HIT, en fait, le titre est en anglais. Du BRL et de la francophonie. Alors donc ça va nous coûter cher cette promo, non, alors. Le titre, non. Par contre, tous les anglicismes. Donc je vais normalement, c'est Lara qui comptabilise et puis après, on amène le cochonnet en fin d'émission. Ok. Je suis prêt, j'ai la petite monnaie dans ma poche. Ah, bah ça tombe bien. Alors, qu'est-ce que nous dit cette auditrice? Je suis là, dit l'auditrice. Bonjour Nicolas, la technique et votre invité. Je suis à l'écoute et ne manquerai pas de poser des questions aussi pertinente que possible, si c'est possible, et si j'en suis capable. Première question, comment faites-vous pour être sur tous les fronts avec un tel dynamisme et enthousiasme? Bravo. Bah regardez, j'épuise même, pourtant je suis le plus vieux de la bande, hein. Mais de mon équipe, il y en a une qui n'est pas là et l'autre qui est arrivée en retard, vous voyez. Donc le dynamisme, évidemment que je l'ai, et ben je l'ai pour 3, même quand il le faut. Mais voilà, ça y est, je suis content, j'ai Raphaël qui est arrivé, et j'ai dit directeur de la publication, enfin je me suis repris à 2 fois. Très bien, merci. Alors, question tout de suite d'un auditeur sur le sujet principal qui nous occupe, c'est-à-dire la jungle alimentaire. Et en effet, ça me paraît être une question qui est extrêmement précise et très juste, sur la traçabilité, Gilles Lartigot. La traçabilité de tous ces produits du libre-échange, Mercosur et autres, sera-t-elle réelle? C'est la seule chose qui nous permettrait de bien choisir. Une auditrice. Aujourd'hui, la traçabilité, je dirais en France, on n'est pas les moins bien lotis. Hein. Ouais. Lorsqu'on achète par exemple ne serait-ce que de la volaille, on voit si ça a été produit en France ou pas. Donc je crois qu'on a des normes de toute façon en France et que le consommateur sera toujours bien informé. Mais est-ce qu'il lit vraiment les étiquettes? J'ai l'impression qu'il y en a qui le lisent. Il y en a de plus en plus. Il paraît même que c'est une pathologie chez certains. Ils passent des heures à tout lire. Faut-il encore avoir de bons yeux? Oui, en général, voilà, moi j'ai la vue qui baisse, donc j'ai toujours mes lunettes lorsque je vais faire mes courses. Mais là, lorsqu'on achète des produits, par exemple, non transformés, on va en parler, il n'y a pas besoin d'étiquette. Mais il faut savoir également où ça a été produit. Et même dans les supermarchés aujourd'hui, on voit la provenance, que ce soit l'Espagne, l'Italie. On va parler de toute cette importation des fruits et des légumes, qui est importante quand même, qui représente plus de la moitié. C'est fou ça. Moi, quand j'ai vu ça, puisque c'est très très bien fichu ce bouquin, je rappelle La jungle alimentaire, bilan d'une décennie, c'est un manifeste aux éditions Winterfield. Il est sorti la semaine dernière, c'est bien ça? Cette semaine. Ouais. Cette semaine même. Il y a alors, à chaque fois, sur les 7 points, avec un hashtag, il faut sacrifier à la mode du hashtag, il y a 4-5 points, c'est ça? 4-5 points rappelés. Alors ça, ce qui est énorme, sur la souveraineté alimentaire. On importe, tenez-vous bien, 75% des poissons, 56% des ovins, et alors 60% des fruits, 40% des légumes, 35% des volailles, et 25% de porc pour notre consommation. J'ai bien dit, on importe, dit Lartigot. Mais donc, tout ça est noté. Je me permets de te faire juste une petite remarque. Tu parles de hashtag.
Je ne sais pas si c'est comptabilisé dans le cochonnet, le hashtag. Mais j'en sais rien, mais moi, je suis d'une autre époque. Alors, voilà, mais c'est pas du hashtag, en fait. Je ne sais même pas mettre un hashtag sur Twitter. C'est en fait une mise en page. En fait, j'ai assuré avec mon éditrice, on fait tout nous-mêmes. Oui. Donc, c'est moi qui ai assuré aussi la mise en page avec elle. Donc, en fait, je dirais plutôt, c'est pas un hashtag, c'est juste une mise en forme d'un chapitre. Ça s'appelle un dièse, non? Mais c'est ça. Et donc, dans chaque chapitre, donc il y en a 7. Et donc, j'ai essayé de tirer 4 points importants pour chacun et pour chaque point et pour faciliter également la lecture. Et tu vois donc que cette importation, on était donc à l'importation des fruits et des légumes. Donc, c'est dièse 6, souveraineté alimentaire, aujourd'hui en France. Voilà. Et donc, si tu veux, c'est quelque chose aujourd'hui qui est prégnant et on a une bonne indication, que ce soit au supermarché ou même sur les marchés, de la provenance de ce que nous achetons. Voilà. Mais il faut être bien conscient que, par exemple, pour les fruits et les légumes, il y a eu une dérive en parlant tout simplement des tomates. Les tomates aujourd'hui qu'on trouve toute l'année dans les supermarchés, ce qui est complètement illogique. Les tomates, même si elles sont précoces ou tardives, c'est de printemps à novembre. Donc c'est pas toute l'année, et surtout pas l'hiver. Tu vois. Donc bien entendu que cette mondialisation a favorisé les importations donc de produits étrangers. Les fruits exotiques, je ne t'en parle même pas. Mais bon, les fruits exotiques, c'est... Entendu. Ça, c'est normal qu'on les importe. Enfin, quoique, maintenant, il y a tout un tas de produits exotiques qu'on arrive à cultiver sous serre, hein, non? Je ne suis pas un spécialiste des fruits exotiques, parce que j'en consomme assez peu. J'essaye de consommer des produits français. Parce qu'ils sont souvent gorgés de sucre du fait du soleil. Je sais que tu es gourmand, Nicolas. On va en parler de la gourmandise. On va voir si tu as évolué sur ce point. Ça fait 10 ans que tu expliques que la gourmandise est un vilain... On sait que c'est un vilain défaut, mais je dis qu'aujourd'hui, j'ai trouvé la cause des causes en fait, de notre mauvaise santé. C'est qu'on mange plus par gourmandise que par nécessité. Ouais. Voilà, c'est pour moi vraiment la cause des causes. Donc aujourd'hui, on mange parce que c'est bon au goût, et plus forcément parce que les aliments que nous mangeons répondent à des besoins physiologiques. Voilà, on ne sait pas ce qu'on mange en fait. Non, on est plus sur le goût parce que c'est le circuit de la récompense. Tu connais bien, tu travailles avec des addictologues, je crois. Oui, c'est l'addiction surtout. L'addiction à l'alimentation, pour moi, c'est la première des addictions. Comme je dis, en étant un petit peu provocateur, on est tous des junkies, et notamment les enfants. On est tous des junkies au sucre. Voilà, le sucre pour moi est le principal poison de notre alimentation moderne, un sucre qui est transformé, voire ultra transformé, et je prends toujours comme exemple les céréales. Voilà, les céréales qui représentent également cette mondialisation et surtout cette américanisation de l'alimentation, qui est arrivée avec le plan Marshall, qui est arrivé donc après-guerre, où les États-Unis ont envahi le marché européen de produits américains, de marques américaines également. Coca-Cola qui a été importé dès la Première Guerre mondiale, mais qui a explosé avec des concepts publicitaires très novateurs à l'époque, dans les années 50. Ils avaient des camions qui étaient peints, bien sûr, en rouge et blanc, avec ce fameux logo. Ils allaient distribuer dans les cafés ou les épiceries cette boisson qui était vendue comme une boisson thérapeutique, puisqu'il faut rappeler qu'à l'origine, Coca-Cola, il y avait des feuilles de coca. Oui. Donc c'était une boisson dite thérapeutique. Ensuite, c'est devenu une boisson dite de loisir. Oui. Et c'est assez intéressant. Moi, l'histoire explique beaucoup de choses. Je regarde l'histoire et j'explique ce qui s'est passé avec mon prisme, le prisme de l'alimentation, et en prenant des exemples concrets, comme Coca-Cola et Kellogg's. Donc, après-guerre, donc Coca-Cola a explosé parce qu'il y a eu des budgets publicitaires énormes, et les céréales également, sont devenues en fait le petit déjeuner traditionnel aujourd'hui. En fait, c'est vraiment dans les mœurs. Nous, ça ne l'était pas à notre époque, on ne dira pas notre âge, mais quand on était, je dirais, adolescent, c'était plutôt pain, beurre, confiture, ou miel. Ouais. Moi, j'étais déjà... je voyais, c'était surtout mon petit frère qui se gavait de ce genre de Kellogg's. Dans les années 80, c'est arrivé début des années 80. Ouais. Donc, il y a eu les cornflakes et après toutes les céréales. Donc, ce sont des céréales, en fait, qui sont faites avec les Rice Krispies. C'est très intéressant, tu vois, parce que le riz...
est nutritif. Voilà, le riz n'est pas une céréale, c'est une graine. Mais le problème, ce sont des céréales qui sont extrudées, c'est-à-dire qu'elles sont chauffées à très haute température pour en faire un liquide, pour les gonfler, pour en faire des formes, etc. Parce que le Rice Krispies ne sont pas des éclats de riz, si tu veux, c'est une pâte ensuite qui va être donc moulée. Mais tout est dans vraiment la pub, le nom Rice Krispies, c'est pour le garder en mémoire, c'est qu'ils ont réussi à nous l'engrammer. Et puis avec du lait. Et puis on rajoute du sucre. Le problème, c'est qu'on pouvait rajouter une montagne de sucre blanc. Bon, peut-être toi, mais bon, quand même, c'est assez sucré. Mais donc, ils ont rajouté, enfin, les Kellogg's Cornflakes, notamment, ont été inventés par les frères Kellogg's. Voilà. C'était au début du siècle. Et puis, c'était fait également pour calmer les ardeurs sexuelles de leurs patients, puisqu'ils avaient un sanatorium. Ils étaient adventistes, donc pas de sexe chez les Kellogg's. Donc, ça tuait un petit peu la libido. Alors, c'est vrai que c'était pas très bon. Et un des frères Kellogg's a eu l'idée de génie, notamment pour leur portefeuille, de rajouter du sucre et d'en faire donc des cornflakes sucrés, d'où le succès des céréales. Aussi, là, comme à l'armée. Allez hop, le bromure. Alors le sucre est un excitant. Le sucre est un excitant également. Ça développe, je dirais, l'hyperactivité aussi chez les enfants et tout un tas de maladies, dont le diabète, qui est pour moi le fléau mondial aujourd'hui. Le taux du diabète a doublé en 20 ans. Donc le diabète est directement relié au sucre. Et aujourd'hui, je me désole que la médecine, notamment allopathique, ne prenne pas assez en considération le pouvoir de l'alimentation et notamment la nocivité du sucre. Quand je vois, lorsque je fais régulièrement des visites dans les hôpitaux pour me tenir au courant et rencontrer du personnel, je dirais, de santé qui s'intéresse à mon travail, on regarde ce qui est vendu dans les hôpitaux, dans les distributeurs, c'est que du sucre, mais ne serait-ce que le petit déjeuner, c'est juste incroyable. Donc c'est souvent de la confiture ou du miel avec du pain blanc, mais vraiment le pain blanc en plus industriel, et avec une compote. Et la compote, notamment la compote de fruits, on pense que c'est bon, mais la compote de fruits est du sucre en fait. C'est plus le sucre du fruit. En fait, c'est devenu, avec cette transformation, donc du sucre rapide, tout comme les céréales. En fait, les céréales sont vendues comme des sucres complexes, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, je prends, tu vois, ces exemples-là pour montrer comment cette alimentation française traditionnelle a évolué dans le temps et s'est normalisée. Et ça vient vraiment de l'après-guerre. Donc le plan Marshall, les produits américains, et aussi l'agriculture avec l'importation des machines-outils, des tracteurs, la création du crédit agricole pour endetter les paysans pour qu'ils puissent acheter des tracteurs. Pour utiliser les tracteurs, il faut remembrer les terres. Donc là, ça a été l'action d'Edgar Pisani. Tu vois, quand je déroule en fait la pelote de laine, tout s'explique aujourd'hui. Et on ne peut pas revenir en arrière. Donc pour moi, mon travail, c'est de faire un constat. Avec ce manifeste également, peut-être d'alerter les pouvoirs publics, ne serait-ce que les politiques, puisque dans ce manifeste, je n'ai pas apporté de jugement. Donc tu connais en fait mes prises d'opposition, il n'y en a pas dans ce manifeste. Je suis resté très consensuel pour justement qu'on ne politise pas. Consensuel, je ne sais pas. Factuel en tout cas. Factuel, excuse-moi, c'est pas consensuel, c'est pas le bon mot, c'est factuel. Factuel, c'est au laser, c'est très précis, c'est implacable. Oui, c'est 260... Ça se discute pas. C'est des chiffres, mais ce ne sont pas des chiffres qui sont sortis de leur contexte. C'est évident, c'est flagrant. Voilà. C'est 260 sources qui sont sérieuses. Il y a un ou deux Wikipédia qui traînent dans le lot, mais donc ce sont des sources officielles. Donc l'État, notamment, ne peut pas les rejeter. Non, c'est du flagrant délit, voilà. C'est de la flagrance. Discute pas, non, Macron, ne nous raconte pas d'histoire. Et c'est en fait un manifeste, voilà, qui est aussi... je dirais, une intention de ma part d'aller plus loin dans cette problématique, essayer de faire bouger les choses et surtout d'être une main tendue entre aujourd'hui une population qui se clive, notamment au niveau politique, entre la droite, la gauche. Je connais personnellement personne qui est au centre, mais c'est plutôt droite-gauche. On a du mal à se parler. Ce qu'on appelle le centre, c'est l'hypercentre, et c'est souvent les plus extrémistes, quand on voit les idées qu'ils véhiculent. Je ne voudrais pas dire, mais... Et, malheureusement, bien sûr que ce sont des affaires politiques, mais ça devrait faire consensus.
en fait, à droite comme à gauche. Tu vois, par exemple, l'élevage intensif est porté par certains partis qui sont souvent des partis de gauche. Je pense au parti donc d'Emery Caron, qui est sous la bannière LFI. C'est la Révolution pour le vivant, la REV, qui porte des combats qui sont nobles au niveau de la vivisection, au niveau des animaux, donc de l'élevage intensif, bien entendu. Mais bon, ce qui me gêne, c'est qu'ils sont antispécistes. Donc le terme antispéciste est relié au terme végan. Le véganisme, ce n'est pas un mode alimentaire, c'est un combat politique. Ce sont des gens qui veulent abolir toute exploitation animale. Pour moi, ce sont des combats utopiques. Il n'y a aucune emphase avec la réalité. Et à force d'être aussi extrême dans ces prises de position, il y a une forme de rejet d'une grande partie de la population. Moi, je voudrais être cette personne qui fait le relais, je dirais, cette main tendue, tu vois, entre des personnes qui vont s'accaparer un combat et le politiser. Un cochon, ça ne vote pas, que ce soit à droite ou à gauche. La problématique, c'est l'élevage intensif, qui est pour et qui est contre. Il y a des personnes aujourd'hui qui me soutiennent, notamment mon ami Papacito, qui soutient la corrida, par exemple, qui va manger de la viande. Donc, c'est pas forcément, je dirais, ma tasse de thé, on est d'accord, mais je comprends, en fait, sa position, et c'est quelqu'un qui est contre l'élevage intensif. Lorsqu'il a lu Hit, il a appris certaines choses. Donc, on peut rassembler des personnes, même des personnes qui consomment de la viande. On n'a pas besoin d'être antispéciste pour aimer les animaux. Ces gens-là se sont accaparés l'amour que nous portons aux animaux. Pas que les animaux de compagnie, les animaux que l'on élève également. Je prends un exemple, tu vois, des personnes qui travaillent à la SPA et qui continuent à manger de la viande et pourtant ils aiment les animaux. Voilà. Alors, merci Gilles Lartigot. On rappelle le livre, allez hop, La jungle alimentaire, bilan d'une décennie manifeste aux éditions Winterfield. Je le répéterai encore plusieurs fois pour ceux qui arrivent en cours d'émission. Peut-être le moment de faire intervenir, parce qu'on est sur des sujets qu'à mon avis, Raphaël connaît relativement bien, et peut-être déjà qu'il donne son point de vue sur tout ce qu'on vient de dire, en particulier ce qui vient d'être développé sur la fin, les antispécistes, Caron et tous ces éléments plutôt de type idéologique. Et puis après, je poserai des questions d'auditeurs, Raphaël. Oui, alors bon, beaucoup de choses ont été développées. Moi, ce que je souhaite quand même dire, c'est que Gilles Lartigot fait un travail remarquable depuis des années. Moi, je l'ai découvert, je crois, dès que la sortie du premier hit était parue, je crois que c'était en 2013. C'est 2014, Raphaël, c'était début 2014. 2014, c'est ça? Ça fait 10 ans. Voilà, donc moi, je me souviens, c'était pile en période où j'étais compétiteur de boxe et ça avait complètement changé ma conception de l'alimentation, de la santé. Et en fait, au début, c'était peut-être juste un sujet alimentaire, parce que dans le HIT, il parlait des perturbateurs endocriniens. Quand j'avais vu les travaux qui étaient exposés, c'est-à-dire la féminisation des populations, par exemple, c'est-à-dire le problème de fertilité avec les différents perturbateurs endocriniens, que ce soit dans les plastiques ou alors de différents éléments chimiques. Alors moi, j'étais complètement renversé, je ne connaissais pas du tout ce sujet-là. Maintenant, ça devient un sujet de santé majeur aujourd'hui. On sait qu'il y a de très grands problèmes de santé absolument partout dans le corps humain, que ce soit pour la fertilité. Gilles Artigot a aussi parlé du sucre. Aujourd'hui, d'ailleurs, le terme diabète est un terme compliqué à utiliser parce qu'on a l'impression qu'on parle d'une maladie précise qui concernerait qu'un petit panel de population. Sauf qu'en fait, l'insensibilité à l'insuline est absolument catastrophique. Et la jeune population, la jeunesse, qui ne consomme quasiment que du sucre, détruisent complètement leur santé. Et c'est même la santé cognitive, la santé reproductive, c'est même en fait la longévité. Ça développe de plus en plus de maladies chroniques. Et pour rebondir un petit peu avec l'actualité, Gilles tout à l'heure a dit que c'est tout simplement un manifeste donc factuel. Et il ne souhaite pas y avoir trop d'ambition politique. Mais cependant, je pense qu'il faut ne pas hésiter à s'engager de plus en plus sur une dimension politique, parce qu'encore une fois, je vous rappelle, on a eu les élections américaines avec la victoire de Donald Trump, et on a Robert Kennedy Jr., qui a été sélectionné pour être en gros le ministre de la Santé, c'est l'équivalent. Et lui, son cheval de bataille, c'est de détruire les maladies chroniques qui font absolument des ravages aux États-Unis. Et Robert Kennedy Jr. parle de cette industrie agroalimentaire qui est absolument catastrophique et qui détruit intégralement la santé de toutes les populations, toutes les tranches d'âge. Ce qui est absolument catastrophique. À partir du moment où on a des anecdotes comme ça, c'est-à-dire de savoir que Kellogg's a été utilisé à la base sur des patients pour calmer leurs ardeurs, enfin, c'est quand même hallucinant parce qu'on a
toute une jeunesse qui mange différentes marques où c'est que du pur sucre, où à la fin on a des zombies avec les yeux à moitié fermés qui ne peuvent pas, être attentifs en cours, qui développent de nombreuses maladies qui ruinent complètement des vies. Hein. C'est-à-dire on découvre de plus en plus de maladies auto-immunes. Ça fait véritablement des ravages. Et c'est une maladie, enfin en tout cas ce sont des ravages très silencieux. Parce que comme l'a dit aussi Gilles, aujourd'hui, ceux qui s'approprient ce combat-là ont une dimension politique un peu extrême, ou en tout cas qui est après réutilisée par les médias pour ridiculiser le combat. C'est-à-dire, par exemple, Aymeric Caron, qui fait un excellent travail sur ce sujet-là, il faut quand même le dire objectivement, eh bien, on retient Aymeric Caron comme celui qui considère qu'en fait, un homme et un moustique, c'est exactement la même chose. Et donc, on balaie Mais ça, c'est de sa faute. Mais ça, c'est de sa faute. Oui, tout à fait. C'est quand même lui qui l'affirme. Bah oui. C'est peut-être de sa faute, mais je pense, encore une fois, moi, je suis, on va dire, un grand partisan de l'autocritique. C'est quelque chose que j'essaie de promouvoir un maximum. Eux, ils sont pas très partisans, hein, à l'extrême gauche. Oui, mais on ne s'intéresse pas à des sujets qui sont extrêmement graves, comme par exemple L214. L214 aussi est ridiculisé parce qu'ils sont extrémistes dans leur action militante. Et si L214 n'avait pas existé, on n'aurait pas eu de modification très importante sur la conception de l'élevage qui est atroce. Je me souviens bien de tous les témoignages de Gilles qui expliquaient lors de la publication du premier hit, du traumatisme qu'il a eu, avec les photos d'ailleurs que l'on peut observer dans son ouvrage qui était de très bonne facture, malheureusement pour les images que l'on pouvait voir aussi, qui faisaient extrêmement mal. L214, c'est grâce à eux qu'on peut sauver en tout cas une partie de l'élevage de volailles en France aujourd'hui, parce que je crois qu'en 2025, il risque d'y avoir une modification sur l'élevage des suppression des L214 entendu, enfin Aymeric Caron n'aurait jamais existé, moi j'aurais pas vu la différence, non, franchement. On peut pas comparer Caron et L214. L214 a ouvert, mais il sert à quoi, justement, Nicolas? Et je ne monopoliserai pas la parole, je vais juste rebondir. Non, mais si tu peux, enfin, on peut en... Encore une fois, aujourd'hui, on considère ces sujets comme des sujets de niche ou des sujets extrémistes. La santé, par exemple, étant donné qu'aujourd'hui, on a une crise de confiance avec la médecine occidentale, souvent, quand on va parler de santé alternative, qui normalement devrait appeler de la santé naturelle, eh bien, on va considérer que c'est en fait une discipline de gauchistes ou de bobos. Le vouloir, en fait, ne plus faire trop confiance à l'industrie pharmaceutique, vouloir avoir une alimentation beaucoup plus naturelle, un mode de vie beaucoup plus sain. Et en fait, à cause de ce travail médiatique, on occulte intégralement un sujet de santé qui est colossal et extrêmement grave. Et quand on dit grave, c'est qu'on doit faire un bilan des ravages actuels sur la santé de l'intégralité de la population, que ce soit l'eau, l'alimentation, etc. C'est un sujet qui est extrêmement grave. Et ce que fait Gilles est très intéressant parce qu'il a toujours eu un discours très calme, très factuel. Et il faut promouvoir ça et ne pas avoir peur, je pense même, pour nous, je veux dire, parce que Gilles, il assume sa position de communicant, on va dire, pour toucher un maximum de personnes, nous, d'avoir une dimension plus politique pour casser cet extrémisme qui appartient certes à la gauche, mais qui est aussi instrumentalisé par les médias pour occulter un sujet qui est fondamental, selon moi. C'est comme tout, c'est comme l'écologie avec le CO2. C'est pas parce que on se fout de nous avec le réchauffement de nature anthropique qu'il n'y a pas de pollution, bien au contraire, et qu'il faut absolument lutter contre toute la pollution qu'il peut y avoir sur cette planète. Pour terminer, pour rebondir sur ça, c'est le sujet, par exemple, du réchauffement climatique est tellement instrumentalisé parce qu'il y a véritablement une propagande de masse sur le réchauffement climatique anthropique où il faudrait en fait se détester soi-même et vouloir en fait détruire l'humanité pour sauver la planète. On en oublie un sujet qui est extrêmement simple, mais profondément grave, surtout pour un pays aussi magnifique que celui de la France, c'est la destruction intégrale de la biodiversité. Mais ça, on est d'accord. Le nombre d'espèces qui disparaissent, même au niveau des insectes, à cause des autoroutes, des voitures, ce sont, en fait, je ne vais pas rentrer dans la logique et surtout la sémantique d'Aymeric Caron, c'est-à-dire de parler de génocide, parce que je pense que ça braque trop émotionnellement les spectateurs ou les auditeurs. Cependant, c'est une catastrophe naturelle majeure, et où il est d'ailleurs, même si on se mettait aujourd'hui à mettre en place un système radical pour tenter de rattraper la situation, ce serait très compliqué à mettre en place. De nombreuses espèces ont déjà disparu aujourd'hui, végétales ou animales, et tout ceci peut déterminer véritablement la santé de notre civilisation, en tout cas de notre pays dans les années à venir. C'est un sujet qui est primordial. Génocide, encore une fois, c'est des termes qu'il ne faut pas employer. On ne peut pas mal nommer. Voilà, c'est ça. Mal nommer les choses, c'est ajouter au mal de notre monde. Donc, génocide, ça, voilà. Mais je pense que tout ça évolue, personnellement. Et je pense que Aymeric Caron participe à ce système, justement. Mais bon, on n'est pas obligé d'être d'accord. Je laisse, je pense, Gilles réagir par rapport à tout ce que tu viens de dire, Raphaël.
C'est un plaisir d'entendre Raphaël avec sa capacité aussi de synthétiser une problématique que j'essaye d'exprimer d'une autre façon. Mais j'ai remarqué en fait que, si on peut appeler ça le camp de droite, entre guillemets, il n'y a personne qui porte ce message-là. Et Raphaël a tout à fait raison de mettre en avant des termes extrémistes qu'utilisent par exemple Caron et la gauche en général. Moi, je voudrais être celui, en fait, qui porte cette parole à droite. Vraiment, j'ai cette intention-là. Et sans animosité de ma part, et je ne veux pas rentrer dans le conflit, par exemple, du réchauffement climatique. Ça n'a rien à voir avec notre santé. Rien à voir. Il y a une véritable polémique. Ça ne fait pas forcément consensus. L'alimentation, ça fait consensus. Et je voulais en parler également de Robert Kennedy. Quand je l'entends dire que les Américains sont malades à cause de l'alimentation, et deuxièmement à cause des toxines qui se trouvent dans l'alimentation, dans l'eau, dans l'air, dans tout notre environnement, je me réjouis, bien entendu. J'ai peur que ce soit des effets d'annonce. J'ai vraiment peur que ce soit des effets d'annonce. Je ne sais pas si en 2 ans, voire 4 ans du mandat de Trump, ils auront les capacités de remettre l'Amérique sur les rails. Nous, on a la capacité de nous remettre sur les rails. On a beaucoup plus, je dirais, d'atouts, ne serait-ce que par notre production, par notre culture. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce sont des gens qui portent cette parole-là. Sans forcément faire du clivage politique. Maintenant, s'il faut cliver, il faut cliver. Je trouve qu'à droite, on ne parle pas assez de ces sujets. Je te rejoins à 100%, Raphaël, sur ce point. Ils utilisent des termes, en fait, ils politisent quelque chose. Je vous le redis, un cochon, ça ne vote pas. L'élevage intensif, c'est vraiment une pandémie. Mais on ne peut pas se passer d'élevage intensif. Sinon, on mettrait notre, je dirais, capacité de cette souveraineté alimentaire en danger, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas basculer du tout au tout. Par contre, on peut également aider ceux qui produisent sainement, c'est-à-dire des petits éleveurs comme Pierre-Guillaume Mercadal, qui élève ses cochons pendant 2 ans. C'est plus long, en fait, d'élever un cochon comme ça dans le domaine du bio, dans un environnement naturel, que dans un élevage intensif. L214 fait la promotion, ils veulent fermer les abattoirs, abolir les abattoirs, mais ce n'est pas possible, ce sont des positions utopiques. Il faut avoir aujourd'hui des positions raisonnables. Moi, je suis quelqu'un de nuancé et je voudrais apporter cette parole à droite. Voilà, c'est clair, clairement dit. Est-ce que je crois qu'il existe une espèce d'écologie intégrale, comme d'ailleurs un féminisme intégral qui se veut plutôt chrétien et plutôt, mais j'aime pas l'expression droite-gauche sur ces sujets, mais plutôt de droite. Tu es en contact avec eux ? Non, moi je suis assez isolé quand même, mais volontairement aussi. Hein. J'ai du mal à rentrer dans une équipe, comme on dit. Mais voilà, je préfère rester seul et indépendant, mais je suis prêt, je dirais, à collaborer à toutes les personnes déjà qui m'invitent sur des médias ou qui font appel à mes compétences et à mon analyse. De toute façon, tu aimes bien travailler aussi avec les spécialistes, les experts, des professeurs de médecine, ce qui t'a parfois même été reproché, mais pourtant, voilà. Oui, parce que je vais me sourcer auprès d'experts. Moi, je ne suis pas un expert. Par contre, j'ai une certaine compétence, maintenant depuis 15 ans que je travaille dans ce domaine-là, à créer et à construire des ponts, qui sont les 7 points que tu as vus dans le livre, comme dans mes livres également, qui sont Hit ou Hit 2, où je peux parler de Nicole Delépine et terminer par du survivalisme. Survivalisme, oh là là, c'est le bunker, l'attaque des extraterrestres et tout. Non, le survivalisme, c'est en fait des habitudes qu'avaient nos grands-parents, qui vivaient chichement, qui avaient toujours des réserves alimentaires, qui buvaient de l'eau qui était potable et qui n'étaient pas comme ça enclins à manger par gourmandise plutôt que par nécessité. Ça y est encore. Je suis visé. Ce que je propose, c'est qu'on passe un très court bobino, chers auditeurs. On va revenir tout de suite après avec vos questions et puis on continuera les échanges avec Raphaël, Gilles Lartigot, son livre que l'on approfondira dans la seconde partie de cette émission. Nous sommes à nouveau dans ce libre journal de géopolitique profonde en compagnie. C'est notre invité principal, Gilles Lartigot, La jungle alimentaire, bilan d'une décennie. C'est un manifeste. Aux éditions Winterfield nous accompagne dans cette émission le directeur de la publication de Géopolitique profonde, qui n'est autre que Raphaël Beslu. J'ai tellement joué avec son nom avant l'émission que j'ai failli dire autre chose.
Alors, les questions des auditeurs. Ah, tiens, une première question, Gilles, qui, justement, puisqu'on parlait des anglicismes, le livre, voilà, on est Radio Courtoisie, la radio du pays réel. Le pays réel, la terre ne ment pas. Et ça, il est d'accord avec nous, Gilles Lartigot. Et de la francophonie. Question de cet auditeur. Pourquoi avez-vous appelé votre livre Hit ? Pourquoi ce titre anglais ? J'ai l'impression de revenir 10 ans en arrière. En fait, on nous l'avait posé, tu te rappelles, la première fois. Tu me l'avais dit aussi. Enfin, tu vois, en fait, il faut expliquer que à cette époque-là, moi, je suis né en France, hein, près de Marseille, en 66. Et je suis parti vivre au Québec. C'était en 2010. C'est une aventure qui a duré un petit peu plus de 10 ans. Je suis un fervent, en fait, amoureux de la langue française. J'écris en français, j'essaye d'écrire simplement, de vulgariser des problématiques qui peuvent être complexes, d'accrocher les personnes par, je dirais, mes écrits. Par rapport au titre, je viens quand même de la musique. Oui. Je viens d'un univers aussi publicitaire. Hein. Je suis un petit peu, je dirais, un élève d'Ardisson. Hein. Je suis très fan de Thierry Ardisson, notamment ses compétences au niveau de la création de concepts télévisuels. Mais il t'avait invité, également, il y a eu une émission avec Thierry Ardisson qui est passée beaucoup. Oui, lui était plutôt sympathique avec toi, mais il avait certains... Il y a Michel Simès, notamment, qui a eu un clash, comme d'habitude sur le plateau, où il maintenait que le citron était acide pour le corps. Je lui expliquais qu'il était basique. Mais quel âne c'est vraiment... Et déjà, si on en devrait revenir sur ce genre de polémique, quand on pense les conseils idiots qu'il a pu dispenser ensuite sur la crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est le patron de la santé, je dirais, sur le service public. Ouais. Il a un gros magazine qui s'appelle Mr Good, très présent sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens aujourd'hui qui écrivent 2-3 livres par an, qui n'écrivent pas en fait, ils se servent aujourd'hui de leur nom. Ils ont certainement une légitimité, pas au niveau de l'alimentation en tout cas. Moi, je suis arrivé vraiment de façon très courtoise et une main tendue. Il m'a agressé, donc il a eu un revers de ma part, parce que bon, quand on m'attaque, je réponds. Et suite à ça, le replay a été interdit. Pourtant, c'est une émission qui avait fait un taux d'écoute assez incroyable. Si j'en crois Stéphane Simon, qui produisait donc c'était Salut les Terriens à l'époque. Voilà. Ouais. Et donc, Thierry Ardisson est un publicitaire. Pour accrocher en fait le lecteur, moi j'ai fait le livre que j'avais envie de voir. C'est mon portrait en pleine page. C'est un livre assez agressif au niveau de l'image. C'est un couteau en fait. C'est un couteau en fait avec une. C'est pas en deux symétriquement ton visage. C'est un couteau en fait qui avec le vernis sélectif. Il y a beaucoup de symbolique en fait dans mes visuels, tout comme des pochettes de rock progressif où il y a plein la Iron Maiden par exemple, où il y a plein de détails dans les pochettes. Écoute tout de suite là, hein, rock progressif, je pense que Raphaël aussi. Tu vois ce que je veux dire. Moi, j'y connais pas grand-chose. Donc il y a beaucoup de détails dans mes deux couvertures, je ne les dévoilerai pas. Chacun pourra les interpréter à sa façon. Et donc, le titre, pour moi, m'est apparu en rêve un soir. Et c'est vrai que j'étais dans un territoire qui était plutôt francophone, mais j'étais anglophone également, parce que je vivais au Québec. Et ce titre-là m'est apparu, je l'ai trouvé tellement simple, tellement fort. Et pour moi, le hit, c'est aussi un hit musical, tu vois. Donc, hit, et puis c'était le fameux film avec De Niro et Al Pacino, Hit, mais avec un H. Et en fait, j'étais assez surpris qu'il n'y avait aucun livre qui ne s'appelait Hit. Il faut savoir que Hit aussi était traduit en anglais. Il n'a pas le succès qu'il a en France, parce qu'en France, on a dépassé les 100 000 exemplaires quand même. Et pour moi, c'est un titre qui est très fort, en fait. Vraiment très fort, qui a implanté un univers. Et aujourd'hui, je pense que Hit est plus connu que Gilles Lartigot. J'en suis assez fier. Et donc, je n'ai pas, je dirais, à me cacher ni à me justifier d'avoir utilisé cet anglicisme. Je suis un fervent, en tout cas, amoureux de la langue française. Je l'ai défendu également au Québec. Et par contre, au Québec, je n'ai eu aucune remarque. Aussi, quelquefois, on m'a dit, mais pourquoi, donc, Hit est en anglais, pourquoi vous ne l'avez pas appelé Mange ? Est-ce que tu penses que Mange est un titre aussi fort avec le visuel, tu vois ? Donc merci à l'auditrice pour m'avoir rappelé 10 ans plus tard que ce problème est toujours présent. 10 ans, c'est pas plus mais mal, je peux l'assurer que je suis un fervent amoureux et un des premiers défenseurs aussi de la langue française. Voilà. Bien sûr. Deux questions de cet auditeur. Cher invité, vous citez Coca-Cola. Avez-vous parlé de après avoir parlé de traçabilité ? Sauf erreur, sa formule est secrète. Est-ce normal et légal ? Merci bien courtoisement. Alors, en post-scriptum, tout vaut par le post-scriptum en général chez cet auditeur. Mais je trouve normal que la recette de la chartreuse soit secrète parce que je fais confiance aux moines.
C'est très belle comparaison. D'ailleurs, je vais me l'approprier si bien. Comparer la chartreuse, la formule. Oui, très intéressant. La formule secrète de la chartreuse. C'est magnifique. Bon, on a des liqueurs qui sont incroyables. Ouais. On a le picon également, qui a certaines vertus également. Donc pour le Coca-Cola, effectivement, la formulation est secrète parce que c'est un secret industriel. C'est vrai que c'est assez étrange. Oui, tout à fait. Autre question à votre invité. Le président de la FNSEA, principal syndicat agricole, sauf erreur, produit des huiles, d'accord, mais aussi du gaz d'origine agricole pour l'automobile. On peut comprendre que les autres syndicats rechignent dans notre pays dont la réputation est d'être la patrie de la gastronomie. Question, est-il représentatif ? En tout cas, il est représentatif d'un certain pouvoir, oui. C'est-à-dire ce sont les propriétaires terriens. Il faut savoir qu'en 2014, 50% des terres agricoles françaises appartenaient à 20% des exploitants. En 2024, ces 20% d'exploitants possèdent 80% des terres. Donc, il y a aujourd'hui une expansion des grands propriétaires terriens. Ce sont eux qui reçoivent toutes les subventions. Et pour en revenir au début de cet échange sur la PAC, qui en fait favorise ceux qui nous empoisonnent. Parce que les grands exploitateurs terriens, ce sont des cultures intensives. Ce ne sont pas en fait des cultures donc, de fruits, de légumes, même d'élevage. Hein. Ce sont des gens qui produisent industriellement et qui reçoivent le plus gros des subventions. Voilà, c'est symptomatique du système agroalimentaire, de cette hégémonie du système agroalimentaire, où on va sponsoriser, enfin financer et aider ceux qui nous empoisonnent. Merci Gilles Lartigot. Une auditrice, nous sommes le premier producteur en tout, dites-vous, œufs, viande. Est-ce encore possible? Il n'y a plus de paysans, sans oublier les jachères et les abandons des fermes rachetés par les oligarques ou les étrangers riches. Et un bonjour à Raphaël de cette auditrice. Est-ce que tu peux me répéter la question? Oui, bien sûr. Je pense que c'est surtout sur le fait que, alors on serait premier producteur en beaucoup de choses, mais on n'aurait plus de paysans, d'après cette auditrice, sans oublier toutes ces jachères, les abandons des fermes rachetés par des oligarques. Très intéressant. Je disais dans le premier hit qu'il y avait des fermes qui s'arrêtaient, des exploitations tous les jours. C'est une véritable pandémie. On est passé de 500 000 exploitations à 400 000 en 10 ans. Il faut savoir qu'il y en avait plusieurs millions au début du siècle. Donc ça s'explique par, je dirais, le fait qu'on vive tous en ville aujourd'hui. 8 personnes sur 10 vivent en ville. Il y a 100 ans, c'était le contraire. Donc la paysannerie se meurt. Et j'expliquais qu'un paysan, et ça c'est un chiffre, tu vois, que j'ai appris, qui m'a profondément touché, parce que j'ai commencé à creuser. On parle beaucoup du suicide des paysans. Ah oui. On dit qu'il y en a un suicide tous les 2 jours, ce qui est beaucoup plus. En 2015, il y en a eu 600. Donc on arrive à un chiffre quasiment de 1,5, on va dire 2, parce que pas tous sont référencés. C'est quand même une situation assez extrême, le suicide. Mais la paysannerie compte 26% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 26%. Ça, pour moi, c'est inconcevable. Ce sont ceux qui nous nourrissent, c'est fou. Mais en plus, que ce sont ceux qui nous nourrissent. Certains vivent vraiment chichement, ils n'ont même pas un SMIG. Mais surtout, ce sont des gens qui ne partent pas en vacances. Ils travaillent toute l'année. Ce ne sont pas des gens qui ont des RTT. Ce ne sont pas des gens qui vont en low cost à Bali, j'allais dire un terme anglais, tout inclus, en formule tout inclus, tu vois. Inclusive. Non, cochonné. Voilà, c'est toi qui l'as dit. Voilà, c'est toi. Je t'ai tendu un piège. Ça a marché. Donc, ce sont des gens en fait qui sont, voilà, c'est un sacerdoce et c'est un chemin de croix. Et puis il faut soutenir en fait ces personnes-là. On s'en rend pas compte qu'ils font partie en fait des personnes les plus pauvres. Il y a un écho chez les auditeurs de tout ce qui est inquiétude par rapport depuis le plan Marshall aux États-Unis à ce qu'ils cherchent à nous imposer. Alors ça va au-delà du sujet. Tu n'es pas obligé de répondre sur la première partie, mais je cite quand même cet auditeur. 67-68, c'est 12 millions de travailleurs en grève sauvage, début d'une révolution qui refusait l'occupation américaine. N'est-ce pas la rénovation du carnaval gauchiste menée par la CIA qui nous fait arriver aujourd'hui à la collaboration et à la décadence totale en Europe dont fait partie notre alimentation pour nous castrer. Il y a cette idée de castration dans certaines alimentations. D'ailleurs, les statines, tiens.
pourrait en parler aussi. De oui, statine. Et puis, tu parlais justement de ces céréales. C'est quand même... Raphaël a parlé des perturbateurs endocriniens. Il faut savoir qu'en fait, on a une baisse de la fertilité parce que nous, les hommes, nous perdons en fait, notre taux de testostérone et diminue d'année en année. Il est vrai que les perturbateurs endocriniens, c'est feu Pierre-Marie Martin, je vous le rappelle, est un professeur émérite qui a été un des Français qui a découvert la pandémie que sont les perturbateurs endocriniens. Et lors de ce séjour à l'hôpital, il y a quelques jours, lorsque je suis allé voir certaines personnes, et notamment des médecins, pour échanger avec eux, il y a un jeune médecin qui m'a dit « Oui, mais je sais, Gilles Artigues, vous parlez beaucoup des perturbateurs endocriniens, mais bon, tout ça, c'est un effet de mode. » Les bras m'en sont tombés, tu vois, et quand je lui disais « Mais vous donnez que du sucre le matin à vos patients. » En fait, vraiment, l'alimentation, ils s'en foutaient. On a parlé bien entendu du cholestérol. Eux, ils voient que par les statines. Il y a quand même des moyens par l'alimentation de réduire le cholestérol. Et ils vous disent, non, mais l'alimentation, c'est très peu, c'est 10-15%. Mais alors, tu peux manger n'importe quoi, même des graisses trans, bon, il faut y aller mollo. En fait, ils n'ont aucune compétence. Non. Je ne leur en veux pas, mais qu'ils soient ouverts. Donc j'ai dit à ce médecin, moi je vais m'intéresser aux statines, puisque vous me dites voilà, qu'il y a des effets bénéfiques et tout. J'avais discuté avec le docteur Delorgeril, bien sûr, qui est un grand spécialiste des statines. Il faut savoir que les statines ont été promues notamment par une baisse comme ça du taux de cholestérol qui a baissé quasiment les normes. En fait, ont baissé de plus en plus ces 20 dernières années. Et bien sûr, au plus on baisse les normes, au plus on va vendre les statines. Les statines ne sont pas vendues dans tous les pays non plus. Donc c'est un cas assez symptomatique. On vend des médicaments alors qu'on pourrait, avec l'alimentation, notamment le diabète, pas la peine, je dirais, d'aller directement sur de l'insuline. Bon, si on dit du diabète type 1, mais on peut réduire, tu vois, nos maux avec l'alimentation. Mais on n'a pas de solution dans la médecine allopathique. Moi, je voudrais vraiment que la médecine allopathique se rapproche de la naturopathie. Aujourd'hui, alors qu'on cherche à l'opposer systématiquement. Pas tous, tu vois, Nicole Delépine par exemple, je lui en ai parlé, elle me dit, Nicole, il y a certains, elle pourtant ne fait pas la promotion, mais elle utilise la chimiothérapie, qui est un poison, mais contrairement à certains qui disent, oui, mais si on est chimique, c'est des poisons, etc. Ces gens-là sont un petit peu irresponsables, parce que la chimiothérapie a sauvé des vies. Il faut arrêter de déconner avec ça. Il y a une double irresponsabilité. Il y a des effets négatifs, des fanatiques de l'allopathie et puis des fanatiques de l'inverse. Je suis d'accord avec... toute forme de fanatisme. Oui, je suis d'accord avec Raphaël là-dessus. Il y a du fanatisme dans tous les camps, en fait. Voilà. Et souvent, c'est ces gens-là qui sont écoutés, qui sont le plus promus. Voilà. La modération aujourd'hui, la nuance, elle n'est pas forcément encouragée. Ça va être peut-être un peu dur de ma part. Il va falloir peut-être que je prenne position, que je clash un peu plus. Est-ce que c'est pas compliqué, cette nuance, quand on a un système qui est pervers profondément? Et on sait comment fonctionne le pervers, avec toujours cette inversion accusatoire. Le fait de mettre l'autre dans un état de colère, de rage, pour dire ensuite, vous voyez comment ils sont. Alors qu'en réalité, c'est quand même le système qui est pervers à l'origine. C'est lui qu'il faut, à mon avis, cibler en premier. Non ? Oui, mais une fois qu'on a cliné son alimentation, tu vois, j'en suis un exemple. J'étais beaucoup plus impulsif avant. Ah oui. Oui. C'est pas le rock metal aussi qui c'est ça. Mais j'ai beaucoup de points communs avec Raphaël aussi sur ce point. Mais c'est en fait, et Franck également, qui aime beaucoup cette musique-là. Franck Pengam. Oui. Ah bravo. M'étonne pas. Mais c'est une musique d'initié. Donc voilà, il y a des effets pervers, si tu veux, à l'alimentation, notamment cette surexcitation. Et c'est vrai que les médias, dans tous les cas, encouragent les clashs, parce que le clash, ça fait des vues. On a beaucoup moins, tu peux le constater, il n'y a plus des Michel Polac ou des Bernard Pivot, voilà, qui sont des gens qui étaient plutôt calmes, qui laissaient la parole. Et j'ai remarqué que les débats... Polac, il aimait bien quand même, c'était un des pères fondateurs du clash, j'ai envie de dire. C'était les pères fondateurs du clash, c'était méchant, mais ça clashait... Il y avait des cendriers qui volaient. Ça clashait avec classe, en fait. Ah, ça c'est sûr, voilà. Ça n'a rien quand à tu voir. Vois, moi je regarde, je me régale, quand je regarde des extraits de l'INA, c'est vrai que c'était le début en fait de ces débats, mais même il y a eu quelques fois, c'est vrai, des cendriers qui volaient. Les gens en fait ils fumaient, ils buvaient, ils étaient vraiment professeur Choron, etc. Mais il y avait en même temps le respect de l'adversaire. Aujourd'hui, on n'a plus ça.
Parce que, quelquefois, les arguments ne sont pas là. On ne peut pas, comme ça, argumenter. Je reviens à ce médecin où je lui ai expliqué que moi, les études sur les statines, je les ai lues. Lui, il n'était pas au courant. Parce qu'ils sont, en fait, formés par des lobbies. En fait, leur formation, en fait, et ce sont les visiteurs médicaux qui leur balancent des études qui sont financées par les industriels. Donc, il y a des conflits d'intérêts majeurs. Alors aussi, il me dit, oui, il y a des conflits d'intérêts. De toute façon, les experts qui n'ont pas de conflit d'intérêts n'ont pas d'intérêt. Mais tu vois, il y a des aberrations comme ça. Ils ont incroyable. Réponse à tout. Ils ont réponse à tout, mais surtout quand tu arrives à l'hôpital, que tu vas chez le médecin, tu es complètement démuni parce que tu n'as aucune compétence. Et moi, je voudrais que les personnes s'intéressent un petit peu plus à leur santé parce qu'il y a certains médecins qui sont ouverts, et moi je vois quand je discute avec eux, non pas que ça les amuse, mais ils aiment bien avoir des arguments, je dirais, contraires, et puis je leur explique que telle et telle étude, par exemple, elle est biaisée parce qu'il y a un conflit d'intérêt majeur. Et je t'avoue que quelques-uns, je ne les fais pas forcément douter, mais en tout cas, voilà, ils s'interrogent, et ils ont la capacité d'échanger tous les deux, sereinement. Entendu, Gilles. Une dernière question d'auditeur. On va rendre la parole ensuite à Raphaël, et puis on reviendra sur le livre. Cet auditeur, en fait, pointe le libre-échange, qui serait à l'origine même de nos maladies. Introduire les farines animales d'insectes, n'est-ce pas introduire les idées orientales? La révolution sexuelle nous a apporté les MST. Tout ce libre-échange introduit chez nous des maladies. On change donc délibérément notre société. Haro sur le libre-échange. Ou pas? Après, ce sont des questions politiques. Voilà. Oui. Moi, je m'interroge beaucoup sur la mondialisation. Il y a eu peut-être des avantages. C'est vrai qu'on est un pays qui exporte. Tu vois, là, par exemple, j'ai reçu quelques critiques, notamment de personnes qui critiquaient que Trump veuille mettre des taxes et des frais de douane pour les importations. Bon, apparemment, la Chine a mis des taxes de douane, notamment aux producteurs de cognac. Oui. Comment ça se fait qu'on exporte? Ben oui, alors, comment ça se fait qu'on exporte autant de cognac? Pourquoi la consommation de cognac en France diminue? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser. Oui, c'est notre produit, quand même. Donc, les étrangers se réjouissent de notre produit, et nous, on va boire quoi? Bon, je ne suis pas un amateur de whisky, mais du Johnny Walker, tu vois, de gamme, ou du JB, tu vois. Mais voilà, donc il y a de très très bons produits aujourd'hui, en fait, qu'on ne consomme plus en France. C'est vrai, le whisky, mais enfin, bon sang, on va mieux prendre un cognac ou un armagnac. Chartreuse aussi. Ou une chartreuse, ou un calva surtout, un calvados, enfin bon sang. Il y a des liqueurs qui sont extraordinaires en France. Ah oui. Je ne suis pas trop porté sur l'alcool, mais j'apprécie vraiment on aime nos moines. Un petit verre comme ça. Mais bien sûr, c'est extraordinaire, tu vois. Et il faudrait faire la promotion. C'est à eux qu'on doit toutes les hautes traditions. La problématique de la France aussi, c'est qu'on a laissé passer cette vague, notamment du cinéma. C'est marrant parce qu'on a inventé les cinémas avec les frères Lumière et on n'a pas réussi à exploiter cette arme de propagande massive. Parce que les États-Unis se sont faits grâce au cinéma, grâce à Hollywood, hein, on est d'accord. Donc on a aujourd'hui, il n'y a pas de films ou de séries qui mettent vraiment en avant la richesse du patrimoine français. Moi, je suis un grand admirateur de Villiers, ce qu'il a fait avec le Puy du Fou. C'est juste incroyable. C'est un des spectacles, je dirais, vivants les plus réputés au monde. Combien de Français ne connaissent pas le Puy du Fou? Bon, moi, je suis un des premiers parce que je ne suis pas encore allé, tu vois. Ils préfèrent Disneyland. C'est l'américanisation. Ah oui. Mais pourquoi? Parce que Disneyland, c'est Mickey et Minnie, c'est Disney, Channel, c'est... voilà, donc... et en fait, cette arme de propagande massive, qui sont en fait le divertissement, donc ce divertissement aujourd'hui, en France, malheureusement, on ne s'en sert pas, tu vois. On a une histoire quand même française qui est juste incroyable. J'ai dit, mais la France... Alors, excuse-moi, là, c'est un nom en anglais, puisque c'est le trône de fer, voilà. Ah ok, donc c'est... Bon, j'ai le titre en anglais qui me vient, je fasse, voilà. J'ai eu le réflexe Radio Courtoisie. Hein, voilà, donc le trône de fer, c'est juste extraordinaire. En fait, en France, on pourrait produire avec notre histoire, vraiment l'histoire véritable des rois de France, de Saint-Louis. On a fait du Jeanne d'Arc, etc., avec des Besson. On travestit toujours cette histoire-là, tu vois. Mais ne serait-ce que notre religion, tu vois, catholique, il y a le nom de la rose, mais on pourrait trouver en fait tout un tas d'histoires inspirées de l'histoire de France. On pourrait faire des séries et des films incroyables. Voilà. Il y en a quelques-uns qui ressortent. D'ailleurs, je vois que le cinéma s'appauvrit, parce que le cinéma, le plus grand succès dernièrement, ça a été Le Comte de Monte Cristo. Bon, le scénario ne date pas d'aujourd'hui, hein, on est d'accord. Hein. Donc voilà, ce sont
des histoires incroyables. On n'a qu'à puiser en fait dans notre patrimoine. Donc pour en revenir au patrimoine culinaire, le libre-échange, moi je suis plutôt quelqu'un qui est favorable au libre-échange. Je ne suis pas quelqu'un qui veut être... je dirais, recentré sur notre pays, fermer les frontières, revenir, 100 ans en arrière. Ce n'est plus possible aujourd'hui, d'accord ? Et puis, il faut se mettre à la place de la grande partie de la population qui va se nourrir aussi dans les fast-foods, qui va se nourrir à bas prix. C'est une question de prix, j'allais te le dire. C'est une question de prix, bien entendu, mais parce qu'il n'y a pas de subvention, Si nous, on aidait toutes les productions locales, ne serait-ce qu'avec déjà la communication, vendre l'histoire, remettre le cognac là où il est, en fait, il faut faire rêver. Quand on boit quelque chose, une liqueur, il y a tout un narratif qui arrive derrière. Cognac, la ville de François Ier, bon sang. Qui est François Ier, oui, mais ça te fait sourire parce que vous, c'est votre nourriture aujourd'hui. Toi aussi. Oui, mais je t'avoue qu'il y a une quinzaine d'années, je m'intéressais très peu à l'histoire de France. Et c'est en découvrant Marion Sigaud, j'ai replongé dans l'histoire de France. Ouais, j'étais pas quelqu'un de très cultivé, je l'avoue. Je l'avoue. On est surpris. Mais j'ai fait des progrès les 15 dernières années. Si, c'est très méritoire tes efforts. Raphaël, tu veux intervenir peut-être ? Voilà, oui, encore une fois, beaucoup de choses ont été dites. Par rapport au libre-échange ou même l'identité française, en fait, ce qu'a dit Gilles est aussi intéressant. En fait, le libre-échange, en théorie, pourrait avoir du bon. Le problème, c'est toujours l'opposition entre mondialisation et mondialisme. Le libre-échange, on en profite sous certains aspects. Par exemple, on est bien content de pouvoir visiter d'autres pays, de pouvoir se déplacer. On a une facilité de communication avec d'autres pays. Le problème, maintenant, c'est que là, on rentre dans le sujet politique. C'est que la France est tenue par des traités, par exemple européens, qui font que, économiquement parlant, on est en train de se faire complètement détruire sur notre propre territoire. Ce qui amène, comme l'a rappelé Gilles, et c'est important de le dire, à 1,5 suicides maintenant en moyenne d'agriculteurs. Parce qu'en fait, quand on dit qu'on perd des agriculteurs, il faut quand même le rappeler, les agriculteurs meurent en fait, mais littéralement. Et ils se suicident. Parce que, on l'a aussi rappelé, alors, Gilles a parlé du SMIG, donc moi, nouvelle génération, je dis le SMIC. Mais c'est vrai qu'ils ne sont même pas... J'avais noté, j'avais pas osé le dire. T'es vache quand même, Raphaël. Bah oui, on a notre âge, qu'est-ce que tu veux. Mais quelle arrogance les jeunes aujourd'hui. Ouais, c'est incroyable. On prend des coups de vieux à chaque fois. Non, mais je rigole, mais c'est qu'en fait, ils ne vivent même pas. Et quand un agriculteur meurt, c'est pas simplement une exploitation qui disparaît, c'est toute une identité. Et évidemment, là, il y a plein de ramifications sur l'identité d'un territoire, l'héritage familial, mais aussi même des liens avec la santé. Moi, par exemple, vu qu'on parlait quand même de la santé et de l'alimentation tout à l'heure, par le biais de la propagande aussi, des médias, on peut créer des climats de peur et on peut améliorer la consommation de produits absolument inutiles tout en supprimant des produits extrêmement importants. Souvenez-vous de la crise de la vache folle. Une fois que la vache folle est arrivée, toutes les triperies ont disparu. Maintenant, on sait qu'avec la disparition des triperies, on ne consomme plus certains aliments qui sont nécessaires, comme la consommation de collagène, de créatine, etc., qui sont fondamentaux en fait pour la santé de base, pour la bonne santé. Et donc maintenant, on se retrouve même à devoir prendre en compensation des produits issus de l'industrie, c'est-à-dire des compléments alimentaires qui sont d'ailleurs même nécessaires. On devrait appeler certains compléments des nécessaires alimentaires pour pallier avec le fait qu'on n'ait plus accès à certains aliments. Mais ça a des réactions absolument catastrophiques sous différents aspects. Et le problème que l'on a aujourd'hui, malheureusement, c'est que ces grands propriétaires terriens qui sont en fait des grands groupes financiers ne font pas simplement qu'une exploitation, ils détruisent profondément l'identité culturelle de notre pays. Dès qu'un aliment disparaît, c'est toute une histoire en fait qui disparaît. Et ça, c'est profondément grave aussi. On est dans une guerre culturelle face au mondialisme. On est aussi dans une crise d'identité profonde. Et pour ça, il faut réussir à se réapproprier ces fondamentaux-là. Et je pense que ça passe profondément et d'abord par l'alimentation. Voilà. Comme il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je ne peux pas forcément commenter sur tout, je préfère rendre la parole, mais je pense que c'est important de citer ces exemples-là. Souvenez-vous, dernier exemple, c'est Édouard Bernays, qui est l'un des fondateurs de la propagande. C'est Édouard Bernays qui a créé le petit déjeuner à l'américaine, c'est-à-dire avec le bacon, etc. Et quand vous lisez son propre livre à Bernays, qui s'appelle Propaganda, il avoue absolument tout. Il avoue absolument tout sur le fait que c'est pour atteindre des objectifs marketing et ensuite de consommation. C'est Édouard Bernays aussi qui a permis aux femmes de fumer. Et quel a été l'angle pour permettre aux femmes de fumer ? Ça a été de jouer sur le féminisme et la liberté d'eux, avec c'était les Lucky Strike, c'était ce qu'on appelle les torches de la liberté. Et maintenant, les femmes se sont retrouvées heureuses de pouvoir consommer le cancer des poumons pour tous.
Et voilà. Et en fait, ça aussi, faut s'en souvenir avec la communication culturelle avec le monde cinématographique américain, mais aussi en fait la propagande qu'il y a de manière générale dans les médias. Il faut faire attention à tous ces éléments, parce qu'on parle encore une fois, in fine, à énormément de maladies très graves qui ruinent la vie de nombreux individus, mais aussi des montagnes de morts, en fait. Et ça, c'est extrêmement grave. Merci Raphaël. Gilles, je sentais très moi, concentré bien sûr, quand j'entends Édouard Bernays, c'est mon fil conducteur de ma nouvelle conférence, l'alimentation moderne, les sources du mal. Ah oui, ouais. Mais tu nous en diras tant, vas-y, développe. En fait, je suis revenu sur l'histoire de l'alimentation, les sources du mal. Voilà, notre alimentation, quelles sont les sources du mal. Et c'est vrai qu'Édouard Bernays figure en bonne position, notamment par rapport, je dirais, c'était quand même un des premiers qui a réussi à retourner l'opinion, à manipuler des lobbies. Et donc c'est vrai que je prends cet exemple-là du bacon et des œufs, parce qu'en fait, il avait un de ses gros clients, en fait, qui était un producteur de porc. Et il a réuni donc un comité d'experts, donc c'est cette fameuse troisième personne qui va recommander en fait. Donc ce comité d'experts a dit que les graisses animales notamment, en plus frites et saturées, je ne dis pas que les graisses animales sont mauvaises, mais le bacon tel qu'il est aujourd'hui est mauvais. Pourquoi ? Parce que les cochons, comme ils sont élevés dans des élevages intensifs, ils sont nourris avec des grains et avec donc les tourteaux de soja, etc., qui sont OGM et qui ont beaucoup d'oméga 6. En fait, ce sont des graisses animales qui ont beaucoup d'oméga 6. Contrairement à, je vais encore me répéter, mais Pierre-Guillaume Mercadal et ses cochons, qui sont, eux, riches en oméga 3. Non, mais c'est très important. En fait, il y a cochon et cochon. Il y a œuf et œuf. Il y a des œufs aujourd'hui qui sont nourris avec des moulets qui s'appellent Bleu Blanc Cœur, qui est un label français qui est juste extraordinaire, qui est enrichi en graines de lin, c'est-à-dire que les poules, par exemple, qui sont nourries aux grains bleu blanc cœur, comme les miennes, produisent des œufs qui ont un équivalent de 1 oméga 3 pour 3 oméga 6, tandis que dans le commerce, c'est 1 oméga 3 pour 15 oméga 6. Tu vois, donc ce sont les graisses animales avec beaucoup d'oméga 6 qui sont mauvaises pour nous, qui créent comme ça, voilà, ce fameux mauvais cholestérol et d'autres maladies pathologiques. Donc il faut en revenir à je dirais au bon sens, et faire attention de cette propagande. Et c'est vrai que le livre Propaganda est juste extraordinaire. Il faut savoir qu'il a été écrit, c'est pas d'hier, et ça a commencé après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai que l'alimentation, je te parlais des Kellogg's, même Coca-Cola, c'est la publicité qui a imposé en fait ces nouvelles normes alimentaires. Voilà, c'est vraiment ce secteur publicitaire avec le narratif qui est derrière, qui a encouragé les personnes à manger certains types d'aliments qui enrichissent des industriels. C'est pas pour les questions de santé. On a une auditrice qui se moque de nous, Gilles. Ah, je rigole, je me marre. Vous êtes devenus des vieux, je pense qu'elle parle pour nous par rapport à Farrell. Et bientôt, comme ils ne connaissent pas l'histoire, vous serez les nouveaux boomers. C'est une boomeuse qui aime se moquer parce qu'elle me reproche toujours. Ah, vous accusez les boomers. Bah oui, c'est la génération de mes parents. Et oui, on sera les futurs. C'est la génération de nos parents. On est tous les boomers de quelqu'un. Donc même Raphaël sera bientôt le boomer de la nouvelle génération. Ça viendra aussi, peut-être. C'est ce qu'on lui souhaite, qu'il ait une longue vie en tout cas. Tiens, une auditrice, les gens préfèrent consommer des gadgets technologiques, smartphones par exemple, que de se nourrir sainement, notamment en consommant des produits bio. C'est-à-dire que là, est-ce que c'est vraiment le prix ? Ça, je me rappelle que c'était un de tes arguments, parce que ça fait 10 ans que je t'embête avec le prix. Toi sur la gourmandise et moi sur le prix, en disant oui, mais d'accord, mais bon, c'est cher quand même tout ça. Est-ce que c'est aussi une question d'arbitrage entre les différentes dépenses ? Non, ça n'a rien à voir, je pense que ça n'a rien à voir. Mais c'est juste prendre en considération ce qu'on mange. Voilà. Moi, je mange simplement, chichement. Tu vois, je prends plein d'exemples. Le saumon, par exemple, le saumon fumé, on le mangeait, c'était en période de Noël. Tu vois, on mange toute l'année maintenant. Oui, on en mange toute l'année. Et dès lors qu'on revient sur une alimentation telle que je préconise dans Hit, puisqu'il y a beaucoup de recettes dans le premier livre, et là je vais aussi produire d'autres ouvrages avec des idées de recettes simples, des choses qui sont très faciles à faire. On prend en considération que l'alimentation nourrit
notre corps, on fait de belles économies, hein, parce que là, vous verrez, hein, tout ce qui est biscuits apéritifs, tout, en fait, le superficiel, qui représente quasiment 80% du panier d'achat moyen, c'est 80% de produits transformés, ultra transformés. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont plus le temps. On n'a plus le temps. Pourquoi ? Parce que la société a changé. Dans les années 60, les femmes, sous couvert de libération, ont voulu travailler, aller sur le marché du travail. Les familles se sont séparées. Il y a eu la loi du divorce de 72 de Giscard d'Estaing qui a encore plus éclaté les familles. Je dis pas que c'était mieux avant, mais ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus personne en cuisine. Parce que le coût de la vie est tellement cher que l'homme et la femme doivent travailler. Et si il faut s'occuper des enfants et tout, qu'est-ce qu'on a comme solution ? Aller chez un fournisseur, je dirais, de plats préparés, quel qu'il soit, sortir un plat surgelé, le foutre au micro-ondes, et puis manger comme ça, chacun devant son écran. L'ultra transformé, parce que tu fais dans ce livre, La jungle alimentaire, bilan d'une décennie, le manifeste Gilles Lartigot et édition Winterfield, cette différence entre le transformé et carrément l'ultra transformé. Oui, le transformé, c'est par exemple le pain. Je te prends un exemple. Parce que c'est le plus simple. Voilà, c'est la farine, de l'eau, du bon levain, pas de levure chimique, une pâte qui doit reposer toute l'année, excusez-moi, le soir en fait. Tout le monde se souvient de ce fantastique film La femme du boulanger, par exemple. Voilà. Donc aujourd'hui, les boulangeries sont des boulangeries industrielles. Le pain, donc c'est du pain avec de la levure chimique. Le pain aujourd'hui, ce sont du maïs qui est OGM, qui ne dit pas son nom. Ce sont du blé, par exemple, du blé qui a beaucoup plus de chromosomes que les blés anciens. Donc c'est pour ça qu'on devient intolérant au gluten. Là aussi, c'est une nouvelle maladie, mais qui s'explique parce qu'on mange du blé comme ça, transgénique. Donc ça, c'est des aliments transformés. Mais il y a aussi des aliments ultra transformés, qui sont généralement tous les préparés, qui sont les étiquettes avec des dizaines d'additifs. Au plus l'étiquette en fait est longue, au plus il y a d'ingrédients, au plus, je dirais, le produit est transformé. C'est la règle générale. Une question un peu piège, mon cher Gilles Lartigot. Les émissions sur la campagne montrent très souvent les paysans caressant leurs petits veaux, chèvres, cochons, couvés, etc., faisant sous-entendre un moi paysan, je fais du beau, du bon, du bien. On est automatiquement mis devant nos sentiments d'amour pour nos animaux de compagnie. Les jeunes animaux sont charmants et on pense de suite « abattoir, quelle horreur !» Au fait, on ne parle plus des abattages religieux, point d'interrogation. Ils mangent de la viande, sont-ils antispécistes, à moins qu'ils veuillent nous vendre des insectes ? Les pauvres insectes, ils ont un droit de vie eux aussi ? Moi, je ne suis pas un antispéciste. Hein. Il y a les animaux que l'on aime. Tu connais l'amour que je porte aux animaux. J'ai des convictions à ce sujet. J'interviens sans forcément que ce soit médiatique. Beaucoup d'organisations qui viennent en aide aux animaux de compagnie. Il y a les animaux que l'on aime et il y a les animaux que l'on mange. C'est une phrase donc du tome 2. C'est une phrase qui va certainement choquer les végans ou les antispécistes qui vont nous dire non, mais tous les animaux, on doit les aimer. Non, il y a des animaux qui doivent être élevés dans de bonnes conditions. Et là aussi, je veux porter aussi l'attention sur des éleveurs, même des éleveurs traditionnels, qui ne sont pas forcément très attentionnés avec leurs animaux. Hein. Donc voilà, il ne faut pas idéaliser. Ce que je remarque, c'est que c'est souvent l'industrie donc de l'élevage intensif qui va utiliser justement cette image du paysan, de cette vache dans les prés, voilà, qui est... des prés donc, qui sont verdoyants, tu vois, toute cette image donc, de ruralité est employée surtout par des marques comme Charal et d'autres, hein, donc qui ont les moyens surtout de se payer des campagnes publicitaires, hein, parce que les petits éleveurs ne font pas de campagne publicitaire nationale. Voilà, donc il ne faut pas tout idéaliser, et il faut faire la différence entre des animaux qui sont là pour être élevés dans de conditions, je dirais, normales. Ils vivent leur vie d'animaux d'élevage et ils vont finir dans un abattoir et ensuite dans notre assiette pour nous nourrir. Pour pas jeter comme ça le reste d'un poulet parce qu'on n'a plus faim. Il faut respecter quand même. C'est un animal vivant qui a été tué pour nous nourrir. C'est pas, je dirais, un nuggets de poulet. Malheureusement, il n'y a plus l'image du poulet ou donc de la poule vivante derrière ça. Tu vois, tout ça, c'est entre guillemets. La poule au pot, Henri IV, allez, on va les faire tous, les rois de France. Oui, mais c'est dur, parce que la plupart des personnes que j'ai menées dans les élevages intensifs, encore moins dans les abattoirs, ne peuvent supporter ces images-là. Hein.
Ou alors, il ne faut vraiment pas avoir de cœur. Hein. Il y a certaines personnes aussi qui n'ont aucun affect pour les animaux. Hein. En général, ça fait des serial killers ou des dictateurs, tu sais. Ouais. Non, mais c'est vrai, hein. C'est une constante. Ok. Oui, il y a peut-être Ils font du mal aux animaux dès qu'ils sont même petits. Ah, dès qu'ils sont souvent les tueurs en série. Okay. Ça a été une observation. Ouais. Tu as donc ce 4e point, élevage industriel et bien-être animal. 80% des animaux sont élevés dans les élevages intensifs. On mange moins de... Ça, c'est un point important. On mange moins de bœuf, mais on mange plus de poulet. Oui, la consommation de viande rouge a légèrement baissé. Mais par contre, la consommation de poulet a augmenté de 50%. Et c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, un poulet sur 2 qui est consommé en France provient de l'étranger. On parle beaucoup des poulets ukrainiens. C'est une goutte d'eau dans toutes les importations, mais c'est assez, je dirais, caractéristique de cette volonté d'aider un pays comme l'Ukraine en abolissant les droits de douane. J'invite tout un chacun de se renseigner comment sont élevés ces poulets en Ukraine. Je ne pense pas que vous les mangiez, même s'ils coûtent 4-5 € pièce. 45% des terres agricoles sont utilisées pour la production de viande. C'est fou, ça. Oui, parce qu'il y a aussi, je dirais, les fourrages. Hein. Il faut les nourrir, ces bêtes-là. Ouais. Donc, c'est vrai que ça compte. Moi, je ne suis pas du tout contre l'abolition. J'ai toujours soutenu les élevages traditionnels. C'est vrai que HIT a été encensé par toute la communauté, notamment végan, végétarienne, etc. Sur toutes les recettes, en fait, qui sont des recettes dites végétaliennes. Parce que là aussi, c'est intéressant. Tu vois, on n'a pas besoin de manger de la viande à tous les repas. Non. Voilà. Et il y a un courant aujourd'hui, tu vois, il y a un courant qui vient un petit peu en... Je reprends les propos de Raphaël sur cet extrémisme qui vient contrecarrer justement ce courant végan, c'est le courant des carnivores. Voilà, aujourd'hui, il y a des personnes, et je connais notamment un coach sportif qui est passé, lui, de végan à carnivore, c'est-à-dire qu'il a oublié toutes ses convictions, il s'est senti pas très bien, il a choisi donc de manger selon le régime carnivore, qui est uniquement de la viande, des œufs, du beurre et du lait. Voilà. Très très peu de légumes, quasiment pas de fruits, voilà. Donc forcément c'est pas un régime qui va être très bon sur le long terme, surtout que la viande qu'on mange aujourd'hui, comme je l'ai dit, n'est pas une viande de bonne qualité. Donc on mange beaucoup trop d'animaux dans tous les cas. Voilà. Il faut avoir des idées aussi de recettes pour intégrer des protéines végétales et puis un peu plus d'alimentation végétale. Alors c'est à la carte, hein, t'expliques dans consommation consciente, c'est le 3e point. 74% des personnes sont omnivores, 24% flexitariens, 1% de pécétariens et 0,8% de végétariens et 0,2% carrément des végétaliens. Alors la différence entre les deux, on la connaît. Mais alors qu'est-ce que c'est que ces flexitariens ? Alors ces données sont très intéressantes, hein, parce qu'on parle beaucoup des végans, on parle beaucoup des végétariens, c'est moins de 1% des consommateurs. Oui, en fait c'est rien. Ouais. En fait, il y a 98% de personnes qui sont omnivores. Alors, parmi ces 98%, il y en a 24%, on les classe comme flexitariens. C'est un terme qui me fait sourire parce que, en fait, ce sont des gens qui consomment quand même de la viande et tout, mais qui vont faire l'effort d'en manger moins. Donc, ça, c'est un terme complètement, je dirais, c'est très marketing. Donc, il faut savoir qu'on en entend beaucoup parler, notamment des végans. Il y en a moins de 100 000 en France. Hein. Ce sont les données que j'ai trouvées aujourd'hui, que j'ai trouvées en plus sur des sites de végans. Et surtout, ce qui est assez symptomatique, c'est que la plupart sont des jeunes âgés entre 18 et 25 ans. Je le disais, hein, c'est au laser. Hein. Tiens, éveil des consciences. 30% des Français sont préoccupés par les questions environnementales. 82% des Français déclarent s'engager dans un changement vertueux. 82%? Oui, parce qu'il y a vraiment une grosse prise de conscience. Et toi aussi, tu en fais partie, hein, même si tu me chambres un petit peu. Malgré ma gourmandise. Oui, parce que tu me poses chaque fois plein de questions. Donc forcément, voilà, tu t'y intéresses. Et au plus on en parlera, au plus les gens s'y intéresseront. Si tant est qu'on ne soit pas extrémiste. Voilà, moi j'ai toujours cette volonté de séduire mon lectorat. Et puis par rapport avec... notamment avec des recettes et des trucs qui sont très simples, tu vois, à mettre en place, et sans culpabiliser. Médias, réseaux sociaux ont joué un rôle clé dans l'éveil des consciences. Ça, c'est important. Oui, c'est important. Il y a eu des films, il y a eu des documentaires. Bon, là aussi, portés souvent par la gauche, mais ce sont des réalisateurs dits de gauche, mais il y a des films qui sont intéressants. Et toute cette prise de conscience, notamment L214, hein, je reviens vraiment sur leur action parce que j'ai pu collaborer avec eux. Il y a une dizaine d'années, ce sont eux qui ont montré, tu vois, toutes ces images dans les abattoirs. Mais c'est un fait. Aujourd'hui, j'ai enquêté dans les abattoirs. Le premier, c'est par rapport aux animaux. Dans le deuxième tome, c'est expliquer pourquoi il y avait ces gestes-là. Et le pourquoi était simple, c'est à cause de la productivité. Aujourd'hui, on abat les animaux de plus en plus vite
pour vendre de moins en moins cher en maintenant des marges. Donc en fait, un animal sur 4 est mal tué, c'est-à-dire qu'il n'est pas étourdi. Je ne parle pas de l'abattage halal. Pour moi, il n'y a pas d'abattage halal dans un système d'élevage intensif. J'ai parlé aussi avec des personnes, notamment des musulmans, qui me confirment que dans les écrits, dans tous les cas, ce n'est pas compatible. Aujourd'hui, on appelle ça, donc c'est les tueurs qui sont dans les abattoirs. Il y en a très peu. Même dans les très gros abattoirs, il y a 4 ou 5 tueurs. C'est des profits particuliers. Abattre comme ça, 600 vaches dans la journée ou 600 cochons, je t'assure que tu as le karma, je pense, qui en prend un coup. Il faut avoir vraiment un profit particulier. Et donc, cet abattage rituel, et c'est vraiment du dire des personnes qui travaillent dans les abattoirs, c'est une véritable boucherie. Voilà. Il reste que 2 minutes. Si tu as 30 secondes de conclusion, Raphaël. Alors très simple, parce qu'il y a eu une question, en tout cas remarque d'auditeurs qui parlait de la consommation de produits technologiques, ou en tout cas du prix. Donc ce sont vraiment, et Gilles a très bien répondu en disant que c'était 2 sujets différents. Pour l'alimentation, quand on commence à manger sain, ça coûte moins cher. La réalité, c'est ça. Quand vous allez sur les marchés, que vous contactez directement les producteurs, vous paierez toujours moins cher que dans les supermarchés. Entre les tomates qui viennent de l'agriculture raisonnée et les tomates sous sachet plastique avec un label bio, les tomates raisonnées sont moins chères et meilleures pour la santé. Quand vous allez pour voir un boucher pour la viande, souvent on vous donne en plus des aliments après, par exemple en fin de marché. Il faut vraiment aussi casser ça. Moi, c'est la seule chose que j'ai en conclusion. Lorsqu'on fait véritablement attention à sa santé, on consomme même moins d'argent. On fait des économies sur notre santé, mais aussi sur notre portefeuille. Et on sauve des véritables producteurs. Ça, c'est ce que dit souvent Gilles, d'ailleurs. D'accord avec une auditrice, moi non plus, j'aime pas trop le nom de la rose. Je trouve qu'il y a un certain révisionnisme. Oui, tout à fait. Je ne citais pas ça comme exemple. Ouais. Voilà, c'était juste la propagande du cinéma hollywoodien. Pour vous faire plaisir, les garçons, tiens, on exporte beaucoup de cognac parce que les rappeurs américains l'ont mis à la mode, sans doute, pas dans la population d'origine européenne. Mais bon, ça c'est pour vous, ça. En parlant de musique progressive, la pochette du premier album de King Crimson, In the Court of the Crimson King, c'est ça, est un peu le reflet de notre monde qui va mal. Oui, tout à fait. Très bonne référence. King Crimson, c'est extraordinaire avec Tony Levin à la basse. C'est juste. Raphaël est d'accord ? Bon goût musical. Tout à fait. et aussi Arnaud. Je rappelle le titre du livre Gilles Lartigot, La jungle alimentaire, bilan d'une décennie, manifeste, c'est son manifeste aux éditions Winterfield. On s'est fait bien plaisir durant cette émission. Je vous remercie tout le monde, la technique évidemment. Je remercie encore Patrice et Sylvie. Je te souhaite à très bientôt. Merci Nicolas, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et puis avec Raphaël. Et voilà, sur Radio Courtoisie et GPTV. Et sur GPTV, ça nous dit aussi que celui qui arrive en majesté maintenant, c'est Mike Borowski pour son livre journal des controverses. Alors, bonne écoute, chers auditeurs. Et pour ce qui me concerne, sur Radio Courtoisie, je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous. En France, voici comment se déroulerait le déclenchement d'une frappe nucléaire. Des scènes de violence contre commissariats, mais aussi des écoles, des mairies. Qui gouverne le monde, Beaucoup de gens pensent, à tort, que ce sont les hommes politiques.